Merci beaucoup, Jeanne, pour cette intervention. On va maintenant pouvoir explorer donc un certain nombre de relations qu'il y a entre vos deux approches, vos deux travaux qui sont extrêmement complémentaires. Ou justement, on pourra. Peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait commencer. Est-ce que entre cette notion de zone critique, qui est donc, pour le rappeler, c'est quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, c'est quelques kilomètres en dessous de nos pieds, où les formes minérales, biologiques s'entremêlent pour créer les conditions qui permettent de vivre sur Terre, est-ce que cette notion de zone critique et cette notion finalement de Gaïa, est-ce que vous les voyez en tension profonde, ou est-ce que vous pouvez y voir une forme de complémentarité? Tu veux commencer Oui. Alors, effectivement, je pense que là, dans le cadre de cette présentation, j'ai plutôt insisté sur une différence, une tension, ou en tout cas la manière dont ça peut renouveler les imaginaires des sciences de la Terre. Néanmoins, d'un point de vue strictement historique et généalogique, les sciences de la zone critique, bien évidemment, émergent dans le prolongement et la continuité de l'hypothèse Gaïa telle qu'elle a été posée par James Lovelock et Lynn Margulis, et qui sont en fait à l'origine d'une transformation de la recherche scientifique dans les sciences de la Terre et qui ont donné lieu, en fait, alors c'est une histoire assez compliquée, complexe, et Déborah a renvoyé au livre de Sébastien Dutreuil qui retrace ça très bien, mais qui donc ont quand même un lien généalogique et institutionnel avec l'émergence des sciences du système Terre. Et les sciences de la zone critique également, en fait, s'inscrivent. Alors, il y aurait donc une histoire, je pense, institutionnelle à faire, sachant que quand même, ce qu'on peut souligner, c'est que les sciences du système Terre et James Lovelock étaient géophysiciens, alors que les sciences de la zone critique viennent plutôt de la géochimie. Et ce qui est très différent, puisque d'un côté, les sciences du système Terre sont des sciences qui travaillent sur des gros modèles, de la modélisation de données, et donc dans une vision très globalisante, alors que les sciences de la zone critique, venant en fait plutôt de la géochimie et en fait d'une filiation de Vernadsky, en réalité donc du concept de biosphère, sont des sciences de terrain qui travaillent dans des observatoires plutôt que dans des laboratoires. Et avec quand même justement tout un tas d'alliances, parce que moi j'ai eu la chance de visiter beaucoup de ces observatoires. Il y a en effet, c'est souvent des initiatives de géochimistes, mais qui vont faire appel à peu près tous les corps de compétences qui peuvent ramener pour justement essayer de séparer un effet de silo et donc voir comment est-ce que l'hydrologie, l'écologie, la géologie vont entrer en interaction ensemble finalement. C'est une manière de réouvrir des silos à partir du moment où on se rend compte que le réductivisme appliqué de chacune des méthodes permet de comprendre tout un tas de dynamiques, mais ne permet pas de comprendre comment est-ce que ces différentes dynamiques s'emboîtent et s'entrechassent. Et donc, pour ça, on a besoin de ce type d'observatoire. Mais Déborah, toi, qu'est-ce que tu fais de cette tension ? Oui, alors moi je suis entrée dans Gaïa par Bruno Latour. En fait, je ne vois pas de tension, en tout cas de contradiction entre Gaïa et zone critique, mais d'un point de vue d'histoire des sciences, comme Jeanne l'a rappelé, je pense qu'il peut y en avoir une. Je comprends très bien que le nom de Gaïa active justement l'image d'une unité totalisante, globalisante, uniformisante. Effectivement, je crois que le travail de Bruno Latour a été justement d'essayer de sortir de cette idée d'uniformisation. Il y a ce très beau texte qui s'appelle Comment habiter dans ce qui nous enserre tous sans uniformiser. Bon, c'est pas le titre exact, vous le retrouverez, mais voilà, il y a cette idée-là. Donc d'aller à l'encontre de sortir du globe. Cet universalisme pervers, c'est une autre expression qu'il emploie pour justement essayer de contrer ce que le nom de Gaïa ou de Terre, en fait, peut d'emblée activer dans l'imaginaire comme forme
d'image du globe. Voilà. Donc, pour moi, il n'y en a pas. Aussi parce que le nom de Gaïa est grec, et donc il est relatif à une histoire, à un monde disparu d'ailleurs. Donc, il n'y a pas d'universalisme donné d'emblée à travers le nom de Gaïa. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je pense aussi qu'il est assez intéressant d'entendre dans quel contexte on emploie Gaïa et dans quel contexte on emploie zone critique. C'est toujours pour faire apparaître des choses différentes. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut tenir compte des réseaux de connexion dans lesquels ces mots sont pris sans les arracher en fait, du contexte dans lequel on les emploie. Parce que je vais redonner la parole à Jeannette dans une seconde, mais ce qui est intéressant dans cette présentation que tu nous as faite, Déborah, c'est que tu reviens sur le fait que dans la cosmologie grecque, on a une compréhension complètement refabriquée a posteriori, qui se fait beaucoup a posteriori, donc notamment au XIXe siècle, de la perception finalement de ces divinités et du fonctionnement de ces divinités à l'âge grec. Tu as parlé de cette cosmologie antique sans transcendance. Est-ce que tu peux nous redire un mot là-dessus, parce que ce serait un point qui était très important. Oui. Alors effectivement, il y a toute une fabrique, une réinvention de l'antique qui s'effectue en particulier au XIXe siècle, même si c'est une longue histoire à reprendre, mais il y a quelque chose qui se passe de particulier au XIXe siècle qui a bien été montré par des historiens comme François Hartog et d'autres. Et effectivement, l'anthropologie des mondes anciens, qui se développe surtout dans le second XXe siècle, revient et insiste, donc je pense à des personnes comme Jean-Pierre Vernant ou Marcel Détienne, insistent sur cette monothéisation en fait, du système polythéiste grec, qu'on a tous et toutes assez bien intégré profondément dans nos imaginaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de transcendance dans le monde grec ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité extérieure au monde que cette divinité aurait créé. Donc, il n'y a pas de puissance divine en dehors de la Terre. Les puissances divines sont dans le monde, elles le peuplent. Voilà, donc la Terre est une puissance divine. Un fleuve est aussi une puissance divine. D'une certaine manière, tout est divin. Voilà, bon, c'est l'idée aussi de monde enchanté, donc, qui a été développée par les sociologues. Mais voilà, c'est ça l'idée qu'il n'y a pas de transcendance. Les divinités sont immanentes au monde. Le problème avec la notion d'immanence, c'est qu'en fait, elle réactive ce dualisme entre transcendance et immanence. Donc, bon, là, il y a des débats anthropologiques. Donc cette vision-là, en tout cas, n'est pas moderne. Cette vision de Gaïa non, n'est pas du tout. Voilà. Jeanne, tu voulais réagir ? Oui, je voulais juste effectivement compléter et aller dans le sens de ce que disait Déborah, c'est que effectivement, au-delà de l'attention, on peut penser une complémentarité entre le concept de Gaïa et le concept de zone critique. Déjà, premièrement, parce que le concept de Gaïa, ce qui a fait à la fois sa force, c'est sa polysémie, qu'a très bien rappelé Déborah. Et donc, on pourrait comprendre le concept de Gaïa comme un hyper-traducteur ou une équivoque contrôlée, comme dirait Eduardo Viros de Castro, ou en fait un opérateur cosmopolitique qui permet de pluraliser les noms de la Terre à travers les différents connotations que ce terme peut avoir en fait pour des groupes et des personnes extrêmement différentes. Et au fond, moi j'aime bien penser que ces trois concepts qui sont donc au cœur des débats, qui sont Anthropocène, Gaïa et zone critique, répondent en fait tous les trois à des questions différentes. Anthropocène répond à la question quand. Gaïa répond à la question qui. Et zone critique répond à la question où. C'est-à-dire répond à la question du temps, de l'espace et du sujet, qui sont les trois grandes questions métaphysiques fondamentales. Alors, je travaille sur ces questions depuis longtemps. Je n'ai jamais eu une synthétisation aussi claire. Évidemment, dans Anthropocène, il y a le quand et le où, et évidemment, dans Gaïa, il y a aussi le qui et le quoi et le comment. Mais c'est une très jolie intuition que tu présentes. Néanmoins, il y a... Je trouvais ça en préparant la table ronde. Il y a quand même un point sur Gaïa. Je voyais qu'au moment où Stengers, en 2009, sort Au temps des catastrophes, en fait, le vrai titre du livre, c'était L'intrusion de Gaïa. Et son éditeur décide de dire non, attends,
quand même, tu vas pas appeler ça comme ça. Ça va être autant des catastrophes. Titre qui, honnêtement, n'est pas particulièrement réjouissant, je crois qu'on peut le dire. Mais donc, c'est finalement un terme, et c'est là où je remercie ta présentation de ce matin, Déborah, c'est que c'est un terme qui, à la fois, a des associations qui peuvent être totalisantes, qui sont eurocentrées, qui aussi ont une certaine forme d'association à une esthétique New Age qui rendent difficile aussi de le prendre au sérieux. Et donc c'est là où les opérations que ça peut permettre avec ce chatouillement dont tu parlais, permet, je crois, quand même de persister. Est-ce que tu peux revenir sur la manière dont ce terme permet quand même de créer une forme d'ouvrir une ligne de force? Je crois que c'était l'expression que tu utilisais. Oui, il y a quelque chose qui déborde en fait quand on dit Gaïa, qui tient au fait qu'elle désigne effectivement une personne ou plutôt une méta-personne. Voilà, donc c'est quand même... Il y a une puissance quoi, dans ce nom qui est féconde, qui permet de raconter des histoires, qui est peut-être, qui est sans doute utile, qui peut nous aider à expérimenter justement d'autres récits. Je crois aussi que ces noms de divinités grecques, moi me fascinent, de divinités ou de héros, parce qu'elles sont complètement désactivées d'une certaine manière, elles sont sécularisées. Si vous pensez à Oedipe, Médée... sont des fantômes de puissance divine, mais qui continuent, en fait, un peu comme des fantômes, à nous faire peur, peut-être parfois, ou à nous aider. Alors, ils sont plus ou moins... Les fantômes qui aident, c'est plus rare, quand même. Non, pas forcément. Il y a des morts qui peuvent nous être très utiles, et puis, mais ils sont pas forcément terrifiants. Enfin, en tout cas, voilà. Bon, Gaïa, je pense, est un peu terrifiante parfois. Parfois non, elle peut être très rassurante, comme dans le texte que j'ai lu. Je crois qu'elle est très justement, elle permet d'activer quelque chose de très doux, de très sensoriel. Mais voilà, il y a une force dans ces noms-là qui est assez intéressante et qui en même temps nous rappelle, je crois, parce c'est ce dont on a parlé hier avec la question du fascisme et comment des mythes peuvent se cristalliser justement dans des images fixes. Et je crois que le nom de Gaïa aussi nous rappelle un peu ce danger-là de la fixation, la réification dans un objet, une image presque, d'un sens, donc, ou d'une idée. Donc je crois aussi, et c'est l'ambivalence en fait de ce qu'on appelle mythe. Les mythes sont aussi des objets qui nous permettent de développer de nouveaux discours aussi, si on se les réapproprie. Et alors c'est justement une belle opération que tu as faite ce matin, Jeanne, avec ce passage sur la peau. Donc c'est une métaphore qui est utilisée assez souvent pour parler de la zone critique comme la peau du monde, l'écorce du monde, puisque c'est que quelques kilomètres en dessous de nos pieds, que quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, ce qui n'est rien à l'échelle de ce globe. Mais ça inclut quelque chose qui est intéressant sur la notion de temporalité, parce que quand tu parles d'une peau, la peau, elle vieillit au cours d'une vie. On sait sur la peau d'un individu, il apparaîtra des rides dans quelques dizaines d'années. Il y avait cette notion quand même d'une temporalité, ce qu'on appelait une nature qui était presque immuable. Verena parlait de manière beaucoup plus correcte hier de ces éléments qui seraient immuables. Or, là, on arrive dans un espace où, finalement, ces éléments sont perturbés et changent à la même vitesse quasiment que celle d'un corps. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était très puissant, non pas dans le mythe de la peau que tu essayes d'instaurer, mais en tout cas dans cette métaphore que tu utilisais. Oui, tout à fait. C'est effectivement le sens de ce que j'essayais de dire, c'est que la métaphore de la peau, elle nous oblige à penser quelque chose de beaucoup plus... socio-historique et politique que peut-être la métaphore de l'organisme, puisque l'organisme, a fortiori dans l'idée d'autorégulation, d'homéostasie, comme tu l'as rappelé, renvoie en fait à l'idée d'une stabilité du système. Et d'ailleurs, si on regarde les discours des scientifiques du système Terre, et notamment du cadre des limites planétaires, leur obsession, c'est de maintenir la Terre dans l'Holocène. Pourquoi ? Et en fait, c'est extrêmement normatif. C'est que pour eux, l'Holocène, donc ça date d'il y a 12 000 ans, c'est très court à l'échelle de la planète.
correspond, je cite, selon eux, à l'ère des grandes civilisations. Donc en fait, il y a un argument civilisationnel derrière l'idée de maintenir la Terre dans le système Holocène. La peau, comme tu l'as très bien rappelé, elle implique une temporalité, celle du vieillissement, mais elle implique aussi la question du social, de l'assignation à des identités, de la cicatrisation, et donc cette dimension socio-historique nous oblige à penser non pas simplement absolument maintenir la Terre dans l'Holocène, parce que l'Holocène c'est merveilleux, visiblement c'est merveilleux vu ce qu'on en fait, mais de penser plutôt comment on peut accompagner le devenir de la Terre sans mettre en péril ni son habitabilité, ni en fait les personnes et les groupes et les êtres qui y habitent. Et donc il faut prendre en considération la Terre dans son devenir et non pas simplement essayer de la figer, parce que la figer c'est simplement reproduire toujours. Ça veut dire en fait qu'on on veut business as usual, on ne veut pas changer notre monde social. C'est ça que ça veut dire. Là, tu reviens sur un point qui est... Alors, quand tu disais, l'Holocène, c'était quand même vachement bien. Il faut quand même se rappeler, c'est que ça a permis plein de choses. Ça a permis à la vie de se développer telle qu'on la connaît. C'était très bien et ça aurait été bien de le conserver davantage. La vie a existé bien avant. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais en tout cas, telle qu'on la connaît maintenant et qu'on ne la connaîtra plus. Le point qui est quand même important sur lequel vous revenez... toutes les deux, c'est de sortir absolument d'un mythe qui est celui finalement de la Terre comme le globe. Et est-ce que, ça je crois que c'est un travail que vous faites donc l'une et l'autre et qui était très engendré par Bruno Latour, on l'a dit, enfin, qui a beaucoup travaillé sur cette question, sortir de l'obsession des modernes pour le globe. Est-ce que vous pouvez revenir sur la nécessité finalement de... Pourquoi est-ce qu'il faut sortir de cet imaginaire du globe à tout prix ? Je laisserai peut-être Jeanne plus répondre à ces questions parce que c'est pas. Moi, je me suis intéressée aux représentations de la Terre au théâtre et dans les textes, mais effectivement, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même cette idée de sortir d'une idée d'uniformiser. D'uniformiser les choses. Mais je vais laisser répondre Jeanne. Oui, Jeanne, peut-être. Je voulais juste rajouter quelque chose sur le nom de Gaïa que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le nom de ces métapersones nous dépossède aussi tout d'un coup. Je n'ai peut-être pas assisté là-dessus, mais ça décentre d'emblée. Voilà, il y a un pouvoir quand même dans ces mots-là qui est assez immédiat. Mais sur la question du globe. Oui, alors la figure du globe, c'est vraiment une figure qui émerge à partir de la Renaissance et qui en fait accompagne les processus de colonisation et d'invasion des Amériques et qui est en fait adossée à une conception de la Terre qui serait uniforme, homogène, partout parcourable, partout habitable, universelle. Et qui donc s'accompagne aussi d'une certaine conception de la Terre comme étant aussi donc une sorte d'étendue géométrique passive, contenant vide, que l'on peut donc découper en territoires souverains et aussi en colonies, etc. Donc c'est un certain mode d'organisation en fait de la planète qui par ailleurs s'adosse en fait aussi à on parle beaucoup donc, dans la critique de la figure du globe de cette idée qu'on voit la Terre de l'extérieur comme un objet que l'on pourrait maîtriser et dont on se en fait soustrairait depuis un point de vue surplombant où en fait c'est comme si on n'était pas sur Terre. Quand on regarde la Terre comme un globe, en fait on se crée le fantasme que nous ne sommes pas sur Terre et que cette Terre du coup nous appartient. Et donc voilà, ces critiques-là, je renvoie évidemment au travail de Denis Cosgrove, qui a beaucoup commenté cette image et comment elle a été à la fois utilisée pour les grandes majors, Universal, où on a ce logo du globe, et donc qui est très lié à un processus impérialiste et capitaliste, et de l'autre, et donc l'ambiguïté qu'il y a à reprendre cette image dans les mouvements écologistes, notamment dans les années 70. Et oui, puisqu'une Terre qui est donc présentée comme un globe, finalement c'est très pratique pour un régime d'extraction. Si c'est un objet qui est inerte et dont on peut faire le tour facilement, on peut en extraire des ressources quasiment à l'infini, on peut les commercialiser en flux, et donc on entre dans finalement une représentation du monde qui appelle
à un certain usage de ce monde. Voilà, Quand soit même, une il a pas- oui. maîtrise, soit une version plus paternaliste qui est celle de ah pauvre petit objet à protéger et qui Ouais. a cette idée que c'est quelque chose à sauver, que la terre est en fait fragile. Alors que Lynn Margulis, quand elle parlait de Gaïa, enfin là je peux pas la citer, mais en tout cas elle en parlait comme. A tough bitch. Anyway. Merci. C'est un peu dur de finir là-dessus, mais peut-être que je pose une question en plus. J'avais pas prévu de finir là, avec ça. En tout cas, c'est un travail évidemment de. Je crois que tu l'as très bien dit. Finalement, la question qu'on s'est posée, c'est vraiment comment bien parler de la Terre. Et c'est une question qu'on va continuer d'ouvrir en étant complètement conscient et consciente du fait que l'idée n'est absolument pas d'imposer un cadrage forcé, eurocentré à travers cette figure-là, ou qui mettrait les sciences au mauvais endroit dans cette position justement de transcendance. Au contraire, c'est l'intérêt des zones critiques, ce sont des sciences de terrain qui sont extraordinairement capables de capter des dynamiques extraordinairement locales et qui essayent de comprendre un peu mieux, observatoire par observatoire, différents types de dynamiques. Je me rappelle donc de Jérôme Gaillardet qu'on avait eu ici il y a quelques années pour nous parler donc de ce réseau d'observatoires des zones critiques qu'il dirige, en disant en fait si on voulait vraiment comprendre comment fonctionnaient ces dynamiques de la planète Terre, il faudrait qu'on ait autant d'observatoires qu'on a d'hôpitaux. Et ça, je pense que c'est déjà un rapport qui est extrêmement intéressant à imaginer dans cette manière de capter ces forces telluriques et en même temps cette peau dont tu nous as parlé, Jeanne. Voilà, je crois que je conclue de manière un peu plus sage que la citation d'avant. Merci beaucoup à vous deux. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Oui, alors, cette fois-ci, je te... Merci et grand merci Jeanne et Déborah pour vos présentations et celles de ce matin aussi. La question, je voudrais revenir sur cette question de la différence entre les sciences de la Terre, entre géochimie et géophysique. En effet, il y a cette différence qui est celle du terrain et de l'observatoire que tu viens de rappeler, Martin. Et il me semble qu'il y a aussi cette différence entre la question de la thermodynamie d'un côté et des sciences du système de l'autre. Et quand on pense d'un point de vue scientifique, la différence qu'il y a entre l'approche thermodynamique et l'approche donc par système permet de remettre en question en fait l'ensemble des technologies qui permettent de faire science. Et de la même façon, il me semble qu'autour du récit et du mythe, il y a là aussi, et c'est l'un des apprentissages que j'ai pu, un des enseignements que j'ai eu de la part des lectures de Bruno Latour sur la science en train de se faire ou la science déjà faite, la science du résultat et la science en train de se faire. Et de la même façon, il y a à mon avis deux façons de considérer le récit. Il y a le récit en train de se faire, et quand on est dans les mythes tels que vous nous l'avez présenté, Julien Duy, ce matin, c'est-à-dire le mythe en train de se faire à la surface de la Terre, dans ses différentes mythèmes et toutes ces mutations, il y a là, vraisemblablement, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, cette espèce d'interpellation qui nous est faite aujourd'hui, de produire, de continuer à rendre opératoires les récits en train de se faire, et de refuser peut-être ce que Grégory Kennet appelle les faux récits, c'est-à-dire ces récits déjà fixes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fixe dans les récits. Donc voilà, c'était une grande envie de participer à la conversation et peut-être de dire qu'aussi dans les mythes, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est leur mutabilité. Et je voudrais jouer sur le jeu de mots mutabilité entre mutos et la mutation, c'est-à-dire la narrativisation en train de se faire. C'est à cet endroit-là qu'on est interpellé, à mon avis, pour... voilà. Et là-dedans, évidemment, il y a la question du récit des choses terrestres qui viennent nous interpeller. En tout cas, merci de permettre de penser cela. Non, merci à toi, c'est extrêmement... Si je peux, j'ai le temps. Oui, merci beaucoup. J'aime beaucoup Mutos, mutabilité, c'est très beau. On revient un peu dans les études du mythe, justement sur le concept même de mythe qui a été beaucoup aussi défait, déconstruit, notamment par Marcel Détienne qui a beaucoup critiqué la vision lévi-straussienne
du schéma narratif, en fait. Maintenant, on a une définition qui est un petit peu différente. Le mythe, c'est quelque chose qui renvoie à une tradition et qu'on remobilise pour expérimenter de nouveaux récits. Et en fait, on a une définition du mythe qui correspondrait peut-être à une unité de mesure, si je reprends ton schéma, Julien, qui serait en dessous du mythème. C'est-à-dire que le mythe est plutôt considéré, notamment par John Scheid et Jesper Svenbro, comme un objet qui en fait active l'imaginaire et qui génère des récits. Et d'ailleurs, c'est très drôle puisqu'il s'appuie pour penser cette mythologie générative sur Paul Valéry qui parlait de poésie aussi générative. Voilà. D'autres questions? Oui, je vois. On va passer le micro. Non, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup pour vos deux interventions très, très riches. J'avais une question pour Jeanne. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer ce rapport entre... Enfin, peut-être que c'est peut-être une extrapolation, mais tu as parlé d'une critique féministe et décoloniale des sciences écologiques. Et je me disais... tu as aussi pas mal parlé, enfin un tout petit peu évoqué la question de la séparation à revers en fait de l'idée de Gaïa, voilà, comme une terre où il y a beaucoup d'interdépendances qui se forment. Et voilà, je me demandais si tu pouvais développer un petit peu ce point de l'importance ou pas de la séparation, qui est quelque chose dont on parle peut-être peu en fait dans ce domaine. Alors, merci d'avoir pointé le point le plus difficile, qui est effectivement pour moi encore en cours d'élaboration. Donc sur l'importance de la question de la distance, de la séparation ou de la... Je pense que la distance, c'est plutôt le bon terme. Je pense à l'extrait qui a été montré hier de La Chute du ciel, où l'enjeu, c'est du fait de cette interdépendance-là, que quand même, l'enjeu, qui a toujours été l'enjeu, mais qui est a fortiori l'enjeu, c'est que les Blancs restent chez eux, quoi. Et cette idée qu'en fait, je pense ici à ce penseur Quilambo au Brésil, qui est Nego Bispo, qui insiste sur l'idée de la notion de frontière, qui paraît pour nous, dans le contexte politique où nous sommes, parler de frontières, parler de rester chez soi, évidemment, c'est tout un tas de connotations fascistes qui sont difficiles en fait et c'est pour ça que je tâtonne et que je ne sais pas encore exactement comment moi trouver une manière d'en parler bien, mais néanmoins il y a cet enjeu dans l'interdépendance. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ce que je fais ici et maintenant a un impact sur ce qui se passe ailleurs. Et j'empiète sur, pour reprendre un terme de Patrice Manigli que a aussi mentionné Déborah, j'empiète sur le territoire des autres. Et donc, il y a, je parle en tant que personne blanche dans une société fossile, industrialisée. Et donc, je crois que ça, c'est quand même probablement le point dont on n'a pas encore véritablement, qu'on n'a pas réussi à conceptualiser et à problématiser, précisément parce qu'on sait aussi que les mouvements écologistes ont une récupération par des mouvements nationalistes, xénophobes. Et donc là, pour moi, il y a un enjeu à penser ça, mais je n'ai pas encore totalement les clés. Merci beaucoup, Jeanne. Et c'est vrai qu'on est dans une situation qui pose des questions, en fait, où des thématiques éminemment réactionnaires doivent être retravaillées, justement, avec tout le soin de distinction d'opérations conceptuelles complexes, puisque c'est vrai que parler de retour à la Terre tout de suite, on peut avoir justement les poils de la peau qui s'hérissent en ayant peur de cela, et il y a tout un travail qui est à faire, qui reste énorme là-dessus. Mais merci à vous deux pour cette magnifique présentation. Merci à vous. On va prendre une petite pause et on recommence à midi pile.